Il est 7 heures en France et nous sommes heureux d'être avec vous ce soir pour notre réunion bi-hebdomadaire. Ça fait déjà pratiquement 2 ans depuis le début de la Corona que nous tenons 2 réunions par semaine. La réunion de ce soir, notre rencontre, c'est donc le titre est Stefan Zweig et le sionisme. Ce n'est pas une rencontre littéraire. Notre conférencier, notre intervenant, Harry Heller, va nous parler du rapport qu'avait cet énorme, cet gigantesque écrivain Stefan Zweig avec le sionisme. Cette rencontre est organisée par l'Organisation sioniste mondiale, conjointement deux départements l'organisent conjointement. C'est le département de la promotion de la Aliyah. Je salue mes collaborateurs, mes collègues de ce département, Yasmine Mannheim, notre directrice des programmes à Paris, et M. Avizana, et je suis Naftali Lévy de l'autre département, le département d'activités sionistes en diaspora. Alors, je ne voudrais pas trop prendre la parole parce que c'est un sujet très vaste. Stefan Zweig, c'est un monument de la littérature, de l'histoire, et je vous conseille, moi j'ai lu dernièrement un livre, son dernier livre, si je ne m'abuse, je crois que c'est le dernier, Le Monde d'hier, un monument de la littérature que je vous conseille très vivement et très chaleureusement de lire ou de relire. C'est en français, c'est traduit en hébreu, très bien traduit, paraît-il. Alors, je laisse donc la parole maintenant à notre conférencier de ce soir, M. Harry Heller, parisien, qui a fait son Aliyah il y a plus d'une quarantaine d'années. Harry est économiste, mais il a une passion familiale sur l'œuvre de Stefan Zweig et surtout sur le côté juif de Stefan Zweig. Harry, je te laisse la parole. Je vous rappelle les règles du jeu. Nous coupons tous les micros. Si vous avez des questions, vous pouvez les soumettre par chat. Et à la fin, Yasmine et moi-même les lirons et les poserons à notre intervenant. Harry, je te laisse la parole. Bonsoir. Je vais juste partager l'écran pour pouvoir continuer. Voilà. Stefan Zweig, je n'ai pas besoin de vous le présenter. C'est un des plus grands écrivains de langue allemande entre les deux guerres. Il a été le plus connu, disons, le plus publié pendant ces périodes-là. Et il y a eu un renouveau pour lui, au bout de 50 ans après sa mort en 1993, où ses livres sont devenus dans le domaine public et les éditeurs français ont commencé à republier toutes ses œuvres, aussi bien dans la Pléiade, en livre de poche que dans les bouquins et autres. Donc, vous pouvez vous faire référence. Pourquoi maintenant parler de Stefan Zweig? Tout simplement parce qu'il est né le 28 novembre 1881, il y a 140 ans, et il est décédé le 22 février 1942, dans une semaine, 80 ans. Donc, c'est une date assez importante pour pouvoir reparler de lui. Je vais essayer de vous expliquer en fin de compte ses rapports avec le sionisme et peut-être vous montrer qu'il était sioniste. Stefan Zweig est né d'une famille qui était originaire de Tchécoslovaquie. Sa famille venait d'un petit village ou une petite ville de Proznik, dans le nord de la Tchécoslovaquie, et on retrouve des traces de sa famille, qui était un de ses ancêtres, était enterré en 1740 déjà. Dans cette petite ville-là, on a retrouvé une photo de grand-père de son grand-père, et il s'appelait Moses Joseph, je rajouterai Lévi, Protevitch Zweig. Pourquoi Protevitch? Parce que c'était en fin de compte le nom de famille à l'origine de la famille, qui était un petit village à côté de Prague. Lorsque l'Autriche a conquis le nord de la Tchécoslovaquie, ils ont obligé les Juifs à prendre des noms allemands et ils ont pris le nom de Zweig. Ils ont vécu correctement, ils n'étaient ni riches ni très pauvres, ils ont bien vécu, c'était une ville un petit peu industrielle et les Juifs étaient des commerçants là-bas. Son grand-père a commencé à s'assimiler. Ici, vous voyez ses grands-parents qui étaient déjà en habits plus modernes. Ses parents était complètement assimilé. Son père a quitté la ville de Proznik à l'âge de 30 ans. Il s'est installé à Vienne après avoir créé une usine de textile dans le nord de
la Tchécoslovaquie. Sa mère était d'origine d'une famille de banquiers la famille était originaire du sud de l'Autriche, à côté de la frontière de la Suisse, mais la famille s'est dispersée dans le monde entier, comme les Rothschild, chaque frère et sœur est rentré dans notre ville. Le père de sa mère a été à Ascona, c'est là-bas où elle est née, et après il s'est installé à Vienne où il a acheté une très très belle maison. Donc c'était une famille assimilée. Dans une de ses interviews, il a dit « Mon père et ma mère n'étaient juifs que par accident de naissance ». Donc, est-ce qu'il a fait sa bar mitzvah? Dans une interview, son frère, plus tard, le dira très doucement. Ils ont fait une fête, mais ils ne connaissaient pas bien. Ils allaient à la synagogue peut-être à Yom Kippour, mais pas plus. Donc, maintenant, on arrive. Il est étudiant au lycée, un des bons lycées de Vienne, Maximilien de Vienne, où il y avait 40% de juifs, mais ce n'est pas pour ça. Il n'a pas subi l'antisémitisme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il il s'est tout de suite mis dans la littérature et la poésie. Et le soir, il allait voir, ou après les cours, il allait dans les cafés, et il a commencé à écrire des poèmes et des petites nouvelles. Et en 1900, alors qu'il avait que seulement 19 ans, il a écrit à un rédacteur en chef d'un journal berlinois, Karl Frankos, qui était aussi un juif, qui avait déjà publié un de ses poèmes, et lui a écrit, voilà, j'ai écrit une petite nouvelle. Le problème, c'est que cette nouvelle, c'est sur des juifs. Et je ne sais pas comment la publier. Dans les journaux berlinois et dans les journaux, non, personne n'en voudra parce que ça parle des juifs. Dans les journaux juifs, elle n'est pas assez nationale. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Franco lui a carrément dit, moi, je ne la publie pas. Il s'est tourné vers un de ses amis, un des étudiants qu'il a rencontré dans les cafés, qui était son aîné de 3 ans, et cet étudiant était Martin Buber. Martin Buber était d'une famille orthodoxe, son père était un très grand érudit, et il était tout très jeune devenu sioniste. Il a été le dirigeant du journal juif sioniste de Vienne, et quand Stefan Zweig lui a proposé, il a accepté, il a publié cette petite nouvelle. Vous voyez maintenant le rapport entre Stefan Zweig et le sionisme qui commence à s'approcher grâce à Martin Buber. On reviendra sur les relations de Martin Buber avec Zweig dans les années 1917. Ils auront une très grande correspondance et je vous expliquerai comment. Maintenant, on arrive, il a publié, c'est publié. Un an après, il a écrit une autre petite nouvelle qui s'appelle La Marche. Et il a été voir le rédacteur en chef du journal le plus connu de Vienne, le Neue Freie Presse, qui s'appelait Theodor Herzl. Theodor Herzl avait déjà créé le mouvement sioniste, mais il était encore rédacteur en chef du journal et surtout de sa partie des nouvelles. Stefan Zweig raconte dans son livre Le Monde d'hier comment il l'a rencontré, comment il est venu sans avoir pris rendez-vous, que Theodor Herzl a pris le temps de lire sa nouvelle et il lui a dit « Jeune homme, j'accepte votre nouvelle ». Cette acceptation va lui permettre d'ouvrir sa carrière littéraire. Grâce à Theodor Herzl, il a sa carrière littéraire et il restera en contact tout le temps avec Theodor Herzl. Il racontera même dans un de ses articles plus tard que quelques mois avant la mort de Theodor Herzl, il l'a rencontré dans un jardin public. Il n'osait pas l'aborder parce qu'il y a quand même une différence de presque de 20 ans. Et Theodor Herzl l'a appelé, il dit « Viens me parler, tu n'oses pas me parler, et viens m'accompagner jusqu'à chez moi, et viens me voir à la maison. » Et il raconte qu'il n'a pas osé aller le voir, et quelques mois après, Theodor Herzl est décédé. Quel est son rapport avec Theodor Herzl? C'est surtout ça. D'abord, il raconte, en 1931, je passe un peu plus loin, que Theodor Herzl,
lui a montré la grandeur de notre race, la grandeur du judaïsme. Et l'intérêt qu'il a eu pour le judaïsme vient de sa première rencontre avec Théodore Herzl. Il n'a pas été sioniste, il n'a pas cherché à être sioniste. Il a cherché d'abord à être, il voulait être juif. Et c'est grâce à Théodore Herzl qu'il s'est rapproché du judaïsme, si on peut dire. Et dans l'article, alors il a écrit en 1929, pour les 25e anniversaire du décès de Théodore Herzl, un article dans le journal Le New York, le journal sioniste de New York, un article sur Théodore Herzl, et c'est là qu'il raconte beaucoup plus en détail que dans son livre Le Monde d'hier, comment il l'a connu et comment, surtout lors de l'enterrement de Théodore Herzl à Vienne, il a découvert la masse de juifs qui sont venus du monde entier et qui ont suivi son cercueil. Et ça l'a bouleversé. Il ne s'est pas rendu compte, je vais vous montrer la dernière phrase, il a permis de montrer par la première fois quelle somme de passion et d'espoir cet homme, Théodore Herzl, à lui seul, a apporté au monde. Donc, il était un admirateur de Théodore Herzl. Plus tard, en 1935, dans un autre journal américain, il écrira un article sur Théodore Herzl en tant qu'écrivain. Vous voyez, c'est une photocopie de cet article, de l'entête de cet article, où il parle beaucoup plus du caractère de Théodore Herzl en tant qu'écrivain, ce qui est un aspect qui est peu connu dans le monde, que d'abord, Théodore Herzl a été écrivain, il a écrit des pièces de théâtre, il a écrit des poèmes, et il était surtout un grand journaliste. Pour donner une petite référence, l'article de 1929, vous le retrouvez dans le livre Hommes et Destin. Et ce qui est intéressant dans Hommes et Destin, quand ils l'ont traduit en français, ils ont marqué « Souvenir de Théodore Herzl ». Mais dans le texte anglais, c'était « Le roi des Juifs ». Les Français n'ont pas osé de mettre le titre original de cet article, parce que Zweig a considéré Théodore Herzl comme le roi des Juifs. Cet article qu'il a proposé, qui a été publié par Théodore Herzl, qui s'appelle La Marche. Cet article va être publié dans un livre 2 ans plus tard, en 1904 exactement. L'amour d'Erika, dans ce livre, on voit 4 petites nouvelles. Et dans la nouvelle sur La Marche, on voit une dédicace, à mon avis, l'artiste Liliane. Qu'est-ce que c'est cette dédicace? Qui est ce monsieur Liliane? En fin de compte, Liliane était un graphiste. Un graphiste, il s'appelait Ephraim Liliane. C'est lui qui a dessiné l'ex-libris de Stefan Zweig, c'était les étiquettes qu'il mettait dans tous ses livres, et ses initiales qu'il a mis sur son papier en tête. Et Ephraim Liliane est un grand sioniste. Il a participé à tous les congrès sionistes. Il a été plusieurs fois en Palestine et il a également aidé à la création de l'école artistique de Bezalel à Jérusalem. Pendant un de ses voyages, il a toujours été. Il a supporté. Malheureusement, il est mort assez jeune. Il est très connu aussi par une photo. Cette photo de Théodore Herzl sur le balcon de son hôtel à Bâle en 1901. On la retrouve partout maintenant quand on parle de Théodore Herzl. En fait, c'est Liliane qui a pris la première photo. C'est lui à l'origine. Pour vous montrer que Zweig était en contact avec les mouvements, avec la jeunesse sioniste, mais il n'a pas adhéré au sionisme. Dans le même livre, L'amour d'Erika Ephald, on y a une petite histoire, les prodiges de la vie. C'est aussi une histoire, pas du tout sioniste, mais qui parle d'une rescapée, d'un pogrom, Esther, qui est très émouvante. Je vous conseille, si vous avez le temps, de la lire aussi. Je n'en parlerai pas maintenant. Pendant la période de 1904 à la guerre de 1914, Zweig voyage. Il voyage beaucoup et il écrit. En 1914, il revient à Vienne. Il se porte volontaire pour le ministère
pour rentrer dans l'armée. Il est réformé, mais il se porte volontaire et il est au département de propagande. Il a le temps pour lui. Il a le temps pour lui et il relit la Bible. Il relit la Bible et il relit aussi l'histoire. Harry, Harry, est-ce que vous Et on ne pouvez t'entend juste pas. activer votre micro? Harry, on ne t'entend pas. Ouvre ton micro. Harry, Harry, on ne t'entend pas. Il faut que tu ouvres ton micro. OK. Voilà. Vous m'entendez maintenant? C'est bon. Oui. OK. Alors, je reprends. Mhm. Je me retournais. Voilà. En 1914, il est au service de la propagande du ministère de l'Armée et il relit la Bible et il relit l'histoire d'Israël d'Ernest Renan, qui était un des plus grands écrivains de l'histoire des religions. Il a écrit l'histoire de Jésus, l'histoire du christianisme. Après ce fait-là, Zweig va écrire 2 articles, La Tour de Babel, la légende de la 3e colombe. Mais surtout, il va commencer à écrire une pièce de théâtre, Jérémie. Il va la commencer en 1915. Il la terminera qu'en 1917. Elle sera publiée en 1918. Là, vous voyez la première traduction en français de 1929 dans la collection Judaïsme qui était dirigée par Edmond Flegg. Cette pièce, pourquoi il a voulu? D'abord qu'il a vu en tant que Jérémie qui s'est opposé à la guerre contre Nabuchodonosor. Il était pour partisan de faire un accord et de ne pas faire la guerre. Zweig voit un rapport avec l'Autriche et la guerre qui est de 14-18. Il dit il faut arrêter la guerre et il deviendra pacifique. Pendant cette période-là, d'abord ce livre-là, il le considère comme un des livres majeurs qu'il a écrit. Et il s'est posé des questions sur le judaïsme. Il s'est posé des questions sur l'avenir. Et il a écrit une quantité de lettres à Martin Buber. Ici, vous voyez une lettre de 1917. Il dit « Je n'ai jamais voulu que le judaïsme redevienne une nation. » Donc, il se décale, disons, du sionisme. Il n'est pas pour le sionisme. Buber était un sioniste. Je vous rappelle que Buber était un philosophe. Il a écrit Le je et le tu. Il a écrit aussi des récits chassidim, parce qu'il avait une culture chassidim. Il a été professeur en Allemagne de philosophie. Après la montée du nazisme, il a été renvoyé de l'université. Et en 1938, il est venu en Israël, en Palestine, pour enseigner à l'université de Jérusalem. Il est venu presque parce qu'on l'a forcé. Mais au point de vue sioniste, il était sioniste un peu différemment que Théodore Herzl. Stefan Zweig donc explique sa position vis-à-vis du sionisme. Il dit, moi je vois que le peuple d'Israël, il doit y avoir une action à faire dans la diaspora. Il y a un message à faire. Il ne faut pas rentrer tout de suite, il ne faut pas créer un État. Après la déclaration de Balfour, il écrit beaucoup plus clairement à Buber, et c'est une phrase qui est très connue. Plus le rêve menace de se réaliser, ce dangereux rêve d'un État juif avec canon, drapeau, médaille, plus je suis déterminé à aimer l'idée douloureuse de la diaspora. Pour lui, il y a un danger à ce que les Juifs reviennent tous ensemble. Il a un petit peu raison, parce que quand on voit ce qui se passe en Israël, il y a tellement de partis, il y a tellement de divisions. Il a vu cela, il a dit qu'il y a un danger, si tous les Juifs reviendraient dans leur pays, ça provoquera peut-être un éclatement. Mieux vaut qu'ils restent dans le monde entier et qu'ils fassent une réunionnant le judaïsme. La fin de cette pièce, Jérémie, il donne un espoir. Il dit, on peut tuer les hommes, mais pas tuer le Dieu qui est en eux. On peut soumettre un peuple,
mais non pas son esprit. Donc, il garde un espoir que le peuple d'Israël va rester, même s'il reste dans la diaspora. Il n'est pas sioniste encore, vous voyez. Et il a une autre conception de l'avenir du peuple d'Israël. Lorsqu'il se pose la question, qu'est-ce qui va devenir de l'Europe après la guerre, il écrit à Romain Rolland en décembre 1918, pour moi, il faut prendre la nationalité juive. Il ne se veut pas européen, il est un grand européen. Et même lorsque le président Macron a parlé de l'Europe il y a 2 ans, il a cité Stefan Zweig en tant que grand européen. Mais lui, se considérait qu'il faut la nationalité juive, parce que c'est la nationalité juive qui fait un rayonnement dans le monde, une internationalité. De 1917-18, après Jérémie, cette pièce-là va être jouée un peu partout, même pendant la guerre. Il va énormément écrire, mais il va voir, dans ses conférences en Allemagne, il va voir la montée du nazisme. Il a tout de suite compris qu'il y avait un danger. Il habitait à Salzbourg, à 100 km de Munich, il allait constamment en conférence en Allemagne, il a senti. Et en 1926, il arrivait, son père est décédé, et si vous relisez son livre « La destruction d'un cœur », vous essayez de faire le parallèle entre son personnage et son père qui a gagné beaucoup d'argent, a essayé de s'assimiler, et à la fin de sa vie, il est peut-être revenu vers le judaïsme. Le personnage est revenu vers le judaïsme complet et a donné tout son argent à la communauté juive. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais à cette période, il va écrire d'autres livres à thème juif. Rachel contre Dieu. C'est l'appel de notre mère Rachel qui va être l'avocate du peuple juif vis-à-vis de Dieu pour essayer de dire à Dieu aidez-moi, aidez-moi. Et il voit ça en tant que, quand il voit le nazisme arriver, il dit il faut que Dieu nous aide. C'est une petite histoire très émouvante. Et encore une petite histoire qu'il a écrite, le bouquiniste Mandel. Cette période-là va lui permettre d'écrire 3. Oui. Quelle est ta position vis-à-vis de la Palestine? En 1925, il écrit déjà à Romain Rolland, l'année prochaine, je me propose d'aller en Palestine pour voir de moi-même la possibilité. Il dit, mais il faudrait que j'y reste 2 ans pour étudier tout ça. Pourquoi 2 ans? On ne sait pas. Il était capable d'écrire des livres beaucoup plus rapidement que dans 2 ans. Il dit, je n'ai jamais voulu aller en Palestine, j'ai voulu aller en Palestine pour rencontrer les gens, mais je n'ai pas l'intention d'émigrer. Je suis européen et ce sera son thème, son idée jusqu'à la fin de sa vie. Il est européen, il écrit en allemand. Ses lecteurs sont européens et c'est pour ça qu'il va se suicider parce qu'il voit qu'il ne peut plus écrire en allemand, plus personne ne veut publier ses livres en allemand et il n'a plus de lecteurs. Et il a donné aussi une excuse que beaucoup de personnes qui veulent faire leur alia et qui ont des dilemmes vis-à-vis de la famille. Et j'ai ma mère qui est encore âgée à Vienne. Sa mère, malheureusement, est décédée en 1938 après la montée du nazisme. Elle a évité quand même la déportation. Elle était déjà aveugle et ses fils, Stefan Zweig et son frère, n'étaient pas à ses côtés. Elle avait juste un neveu qui est resté à côté de lui. Donc, Stefan Zweig, il dit, j'aurais bien voulu, il n'a pas été en Palestine, il n'a pas eu le temps ou il n'a pas eu l'occasion d'aller en Palestine. Cependant, lorsque cette montée du nazisme lui fait peur, il commence à prendre conscience qu'il a des lettres et qu'il a un trésor chez lui. Il a une correspondance avec le monde entier. On parle qu'il a écrit plus de 10 000 lettres. Il a voulu garder ça. Il a écrit au directeur de l'université de Jérusalem, de la bibliothèque de l'université de Jérusalem, le professeur Bergman, en 1933, et il dit, je vous prie de garder cette lettre secrète. Je voudrais vous envoyer des lettres importantes pour notre époque. C'était un très grand historien, un collectionneur de manuscrits et
et de livres. Il savait exactement ce qui était important. Il avait déjà fait le tri en 1933. Il savait qu'il devrait partir. Il avait senti qu'il partirait, il devrait quitter l'Autriche. Il dit, je voudrais transmettre toutes ces lettres à la bibliothèque de Jérusalem, mais à la condition que vous publierez ça que 10 ans après ma mort. Ces lettres-là forment maintenant le fonds Stefan Zweig de l'Université de Jérusalem. Ce fonds a été enrichi en 2016, il n'y a pas très longtemps, par 26 lettres très spéciales qu'une dame, une vieille dame de 92 ans, a retrouvées par hasard, des lettres de son grand-père, qui était à l'époque, en 1921, un jeune homme à Vienne. Il avait 16 ans et il a écrit à Stefan Zweig. Il a dit, voilà, qu'est-ce que il a parlé de littérature et autres. Et ce jeune homme qui s'appelait Hans Kumberans a demandé à Stefan Zweig, qu'est-ce que vous pensez que je dois faire? Je dois aller en Palestine ou pas? Et Stefan Zweig lui répond très bizarrement, il dit, non, je vous conseille d'apprendre les langues parce que vous devrez certainement quitter l'Autriche. Et les langues vous permettront d'aller dans le monde entier. Aller en Palestine, je ne vous conseille pas. Heureusement, Hans l'a pas écouté, il est venu en Palestine, il est devenu un journaliste en Israël après, où il a fait initier au séjour. On est maintenant à la période de 1933. En 1933, il quitte l'Autriche, il va s'installer à Londres, soi-disant pour écrire un livre sur Marie Stuart. En fin de compte, il avait déjà presque tous les documents, mais il voulait quitter, il a vu la montée du nazisme, il a voulu quitter l'Autriche. Et en 1936, il écrit une nouvelle, Le Chandelier enterré. Pour lui, ce sera un de ses grands livres vis-à-vis son engagement du judaïsme. Si vous avez le temps, relisez ça. Ce chandelier enterré, c'est l'histoire du chandelier du temple de Jérusalem qui a été pris par les Romains et la communauté juive de Rome le surveille et lorsque les barbares viennent attaquer Rome et détruisent Rome, ils emmènent le chandelier et Stefan Zweig fait une petite nouvelle là-dessus en disant qu'il arrive à enterrer le chandelier en terre d'Israël avec un espoir que ce chandelier-là, un jour, il reviendra en Israël et quand le temple sera reconstruit, on le retrouvera. Vous voyez, il y a toujours une foi dans le judaïsme. En 1936, il est à Londres. En 1940, il obtient la nationalité britannique, mais il y a la guerre. Et il est dans la liste, bien entendu, des ennemis du nazisme, de l'Allemagne. Il a peur que l'Allemagne envahisse l'Angleterre, il quitte l'Angleterre. D'abord, il essaie de voyager, il voyage, disons, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Il n'obtient pas de visa de résidence aux États-Unis, mais il est accueilli au Brésil, les bras ouverts, comme un héros, et tout le monde l'accepte. Au Brésil, il va écrire 2 livres. Il va terminer le livre Le Monde d'hier, qu'il a commencé à Londres, qu'il a continué aux États-Unis, et il a terminé vraiment au Brésil, à Rio de Janeiro, et il l'a envoyé à son éditeur, à l'éditeur à Stockholm qui a édité encore ses livres, un jour avant son suicide. Il a écrit aussi, quelques jours avant, Le jour d'échec, une petite nouvelle assez intéressante. Maintenant, quel est son rapport avec le judaïsme et le sionisme? On a vu qu'il avait des rapports. Pendant toutes ces années, depuis 1920-30, quand il a vu la montée du nazisme, il a soutenu les écrivains et les intellectuels juifs qui ont fui l'Allemagne. Et dans une lettre à Romain Rolland, en 1930 déjà, il va dire « J'ai donné pour soutenir tous mes amis presque 10 000 marques cette année, c'est plus que les 10%
que la loi juive nous ordonne de faire pour la tzedaka. À ce point-là, il commençait à connaître. Il s'est rapproché aussi du judaïsme du fait de sa deuxième femme. Sa deuxième femme, Lot Atman, était l'arrière-petite-fille du rabbin Samson Raphaël Hirsch. Sa mère était encore religieuse, elle ne l'était plus, mais il a eu des bons contacts avec sa belle-mère et son beau-frère, et son beau-frère est devenu son légataire universel, en fin de compte, de tous ces biens qu'il avait laissés en Angleterre. Quand il est à Rio de Janeiro, il est en contact avec le rabbin de la communauté. Le rabbin de la communauté avait lu son livre, bien entendu, Le chandelier enterré. Il a essayé de le contacter. Il l'a invité à parler à Yom Kippour, à la synagogue. Et il a dit, moi, je me confesse, mais je n'ai pas été élevé dans la religion. Malheureusement, je ne pourrais pas parler à Yom Kippour. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va quand même aller à la synagogue orthodoxe de Rio de Janeiro à Yom Kippour de 1941, c'est-à-dire quelques mois avant son suicide. Et il donne une interview à une journaliste avec une phrase très intéressante. Il dit « Aujourd'hui, je n'ai pas de doute qu'il faille créer un État pour les Juifs. Malheureusement, je ne pourrai pas y arriver. » C'est là, en fin de compte, il a reconnu qu'il fallait un État juif. Aujourd'hui même, le Congrès sioniste a annoncé que dans les archives, ils ont retrouvé des lettres de Stefan Zweig à un écrivain qui a traduit du yiddish en anglais des nouvelles. Et dans ces lettres, il parle également de ce problème de la terre d'Israël et de la terre de la Palestine, comment le peuple doit rentrer. Déjà en 1933, dans cette tête-là, il a commencé à sentir qu'on avait besoin d'un État juif. Il n'aura pas l'occasion d'y aller. Maintenant, quelques mots sur sa fin. Il s'est suicidé et sa femme, l'autre, s'est suicidée quelques instants après. Le préfet de Rio a voulu faire des obsèques nationales parce qu'il était très connu là-bas. Tous les magasins de Rio ont fermé leurs portes et plus de 4000 personnes ont suivi son cercueil. Mais le rabbin de Rio a demandé qu'il soit enterré au cimetière juif. Le préfet a dit non, il sera dans le cimetière national de Rio, à côté de l'empereur Petro II. Ce qu'a obtenu le rabbin, c'est qu'il y ait une cérémonie religieuse juive. Et ça, il l'a accepté, il s'était accepté. On raconte que lorsque l'enterrement, disons, c'était une belle journée à Rio, et quand on a commencé l'enterrement, il s'est mis à pleuvoir. Et juste quand on a terminé la cérémonie, et le soleil est revenu. On dit que, en fin de compte, c'est le ciel a pleuré. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le préfet de Rio avait demandé de mettre une couronne au nom de la ville, au nom de l'État du Brésil, et il a dit au fossoyeur, vous mettrez en premier. Le fossoyeur s'est trompé et il a mis comme couronne, la première couronne, la couronne des réfugiés juifs autrichiens au Brésil, pour montrer qu'en fin de compte, le destin a fait que Stefan Zweig est décédé et a été enterré comme juif. Vous voyez maintenant sa tombe avec celle de l'Europe, avec une inscription que vous voyez peut-être pas très claire, qui est en hébreu. Est-ce qu'il a été sioniste? Il n'est pas monté en Israël, il n'est pas monté en Palestine. Mais Herzl non plus n'est pas monté en Palestine. Buber, qui était très sioniste, il a fallu qu'on le mette à la porte pour aller en Palestine. Mais il était un juif de cœur et d'âme, comme il l'a écrit lui-même dans un de ses interviews. Il était au fond de lui-même tout le temps un juif et un sioniste. Je voudrais juste maintenant arrêter pour voir s'il y a d'autres questions pour compléter. Si vous avez des questions, c'est le moment de les soumettre par chat et nous les lirons à notre intervenant, Harry. J'en profite, Harry, pour te demander quelle était sa formation juive, son éducation juive. On n'en a pas trop parlé. Presque rien.
ses parents, comme il dit, ont été à la synagogue une fois par an. Il n'a pas été au Cheder, il n'a pas fait de bar mitzvah, pour ainsi dire, où il a fait une fête. Il n'avait pas, mais il a appris. Alors, comment il a appris le judaïsme? C'est pas par ses grands-parents. En fin de compte, ses grands-parents sont décédés lorsqu'il était presque à 1 an. Il a juste connu sa grand-mère du côté maternel, qui est jusqu'à l'âge de 14 ans qu'il l'a connue. C'est au contact avec les autres étudiants, parce qu'à Vienne, les jeunes intellectuels étaient pour une grande partie des Juifs, il a commencé à s'intéresser, et c'est au contact aussi d'Herzl qu'il s'est intéressé. Et comme il lisait beaucoup, il a lu, et il est devenu comme… il avait une bonne connaissance. Vous voyez une évolution. Si dans la neige, il parle de la prière des morts, il ne dit pas le mot Kaddish dans la neige. Après, dans le chandelier enterré, il parlera des Juifs qui mettent les tefilines. Donc, il est beaucoup plus à même, il connaît beaucoup plus, il connaît beaucoup plus le judaïsme. Petit à petit, grâce au contact, il est en contact, bien sûr, avec Shalom Asch, qui était un grand écrivain yiddish, qu'il a connu tout jeune à l'université et après devenu un de ses amis. Il s'intéressait à tout, mais c'est surtout comme ça qu'il a appris le judaïsme. Je vais lire les questions. J'en profite pour saluer la présence parmi nous du délégué général de l'OSM en France, M. Jean-Charles Zerbib. S'il veut prendre la parole plus tard, il est cordialement invité. Alors, je te pose la première question. Pourriez-vous nous parler de ces contacts? Je reviens en arrière. La première question. Théodore Herzl parlait seulement allemand, pas de l'hébreu? Oui. D'autres questions. Pourriez-vous nous parler de ses contacts avec Freud à Londres? Il a admiré Freud. C'est un grand admirateur de Freud et il l'a connu, disons, très tôt, dans des premiers livres, il les a envoyés à Freud et après, c'est devenu une habitude. Il ne sortait pas un nouveau livre sans l'envoyer à Freud et Freud, souvent, lui écrivait des observations. Par exemple, il a écrit le livre sur les trois psychanalystes de Mesmer, Becker et Freud. Et Freud lui a dit, les deux autres sont très bien, pour moi, j'en parle pas. Mais il est en contact. Il a également dit l'horizon funèbre de Freud à Londres, lorsque Freud est décédé. Il était dans sa ville à Bath, dans le sud de l'Angleterre. Il n'avait pas le droit, en tant qu'étranger, de voyager sans permission. Il a été à la police, il a demandé une autorisation et il a été en train, malgré son âge et difficultés, pour aller à l'enterrement de Freud. Et il a écrit l'horizon funèbre qu'on retrouve dans le même livre, Homme et Destin, sur Freud, vous le verrez. C'est un grand admirateur. Il a écrit beaucoup de livres sur la psychanalyse. Et vous voyez dans tous ces livres le problème psychologique. Alors, une nouvelle question. Avons-nous une explication de son suicide? Et savons-nous pourquoi il était si connu au Brésil? Double question. Pourquoi il était connu au Brésil? Parce qu'il était connu aussi bien aux États-Unis qu'en Amérique latine. Et il avait fait des conférences. Et au Brésil, il y avait aussi une communauté germanique, pas nazie, non, germanique. Et ses premiers voyages qu'il a fait au Brésil, déjà en 1938, il a eu un bon contact. Et après, il a décidé, le Brésil, quelqu'un lui a proposé de venir s'installer. Il a accepté, le climat était beaucoup plus adapté aussi pour sa femme qui était asthmatique. Et il a écrit le livre « Le Brésil, terre d'avenir ». Un livre qui raconte en fin de compte l'histoire du Brésil, qui a été cité par le président Obama lorsqu'il a été au Brésil, a cité le livre de Stefan Zweig. Voilà pour ses rapports avec le Brésil. Quelle était la deuxième question? Avons-nous une explication de son suicide? Suicide. Suicide, comme je vous l'ai dit, il était européen. Il a vu. D'abord, il avait un caractère un petit peu dépressif depuis son enfant, disons, de 30 ans, à partir de 30 ans.
On voit dans ces livres, des fois quand il parle, dans ses héros, il y a pas mal de personnages qui se suicident. Il avait un caractère un peu suicidaire, mais ce qu'il a fait, c'est surtout de voir qu'il ne pouvait plus écrire en allemand et personne ne publiait. Où est-ce qu'il a été publié? À Stockholm. Combien de livres il a écrit, il a publié dans son exil? En fin de compte, le Chandelier enterré en 1936 était un dernier, et après, c'était à Stockholm parce que plus personne ne voulait le publier en allemand. C'est ça qui l'a couché, c'est de voir, il était aussi désespéré. Il croyait à la victoire des Alliés, mais il ne croyait pas, il pensait que ça allait être trop tard. Il s'est suicidé un petit peu après la défaite de Singapour. Donc, il lisait les journaux, il comprenait. Et déjà, à son anniversaire, son 60e anniversaire, en novembre 1941, on se sentait dépressif, on le sentait. Mais ça a quand même surpris tout le monde. Une autre question, est-ce qu'il est venu en France? Il était un grand ami de la France. Il était un grand ami de la France. Il a étudié, au lycée, il a appris le latin et le grec. À la maison, il avait des professeurs particuliers qui lui apprenaient l'italien avec sa mère, l'anglais et le français. Dès qu'il a terminé ses études, ou même pas, je crois, mais déjà pendant ses études, il a fait son premier voyage en France. Il a rencontré Émile Verhaeren, il a traduit les poèmes d'Émile Verhaeren, il a fait connaître Émile Verhaeren en allemand, et après, tous les livres de Romain Rolland, il ne les a pas tous traduits, il en a traduit un, mais il a écrit un livre sur Romain Rolland. Si Romain Rolland est connu en Allemagne, c'est grâce à ça. Il connaissait toute la France, il a voyagé aussi bien dans le sud qu'en Normandie, partout. C'est un très grand ami, et il y a un livre de Robert Dumont, Stefan Zweig et la France, où il explique toutes ses relations au point de vue culturel et comment il était en France. Est-ce qu'il existe un article ou un ouvrage de toi, de M. Heller, reprenant cette conférence? Pardon? Quelqu'un demande, Dina demande si tu as écrit un article ou il y a un ouvrage qui reprend cette conférence. J'ai des notes personnelles, mais je ne l'ai pas publié. Si quelqu'un le veut, je peux les envoyer en mail. Une nouvelle question. Si Stefan Zweig n'avait pas rencontré Herzl, il serait peut-être resté athée et ne se serait pas suicidé. Est-ce que sa nouvelle croyance en Dieu n'a pas été fatale de par sa déception sur Dieu? C'est très possible. Avec les six, c'est très demandé. Il faut se remettre dans l'époque où il a vécu. Il a vécu à Vienne en 1900, disons 1900, parce qu'il est né en 1981, il était 20 ans en 1900. À Vienne en 1900, il y avait des jeunes juifs qui voulaient, les universités étaient ouvertes à tout le monde. Une grande partie des juifs qui voulaient, disons, faire carrière se sont convertis au catholicisme. Il faut le voir, si vous suivez bien les Juifs qui ont été à Vienne, une grande partie s'est convertie. Et Stefan Zweig ne s'est pas converti. Et il le dira lorsque son ami Joseph Roth est décédé. Je ne sais pas si vous connaissez les livres de Joseph Roth, c'est aussi un écrivain allemand qui était un ami de Stefan Zweig. Stefan Zweig l'a aidé au point de vue financier, c'était un peu un alcoolique, mais il l'a aidé au point de vue financier, il a admiré ses lettres. Et Roth s'est converti au catholicisme. Dans une lettre à Romain Rolland, il va dire, Roth s'est converti, mais je reconnais, j'accepte son choix, il a dû le faire certainement en toute bonne sincérité, mais moi, je ne l'aurais jamais fait. J'aurais jamais. Et vous retrouvez ce même thème dans les prodiges de la vie, dans son héroïne Esther, qui dit, quand la personne qui l'a adoptée et lui propose de se convertir, et a refusé de se convertir. Déjà à cette époque-là, en 1926, il sentait qu'il ne se convertirait jamais, il resterait juif.
Nous avons répondu à toutes les questions. Alors, s'il y en a encore quelqu'un veut me poser une, c'est le moment ou jamais. J'en profite déjà pour te féliciter pour cette magnifique intervention, pour nous avoir découvert ce côté l'on connaissait moins de Stefan Zweig. Je vous engage encore une fois très vivant à lire. Ici, il faut lire un. Ce sera enfin, à mes yeux, c'est le monde d'hier. Je remercie à nouveau mes collègues Yasmine Mannheim et Avi Zana, qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Peut-être que, Yasmine, tu nous rappelles les prochains rendez-vous. Je voudrais juste vous donner mon mail pour ceux qui veulent recevoir comment dire, je vais essayer de le remonter. Vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai les textes. Ariel23, votre mail. Yasmine, tu veux peut-être nous rappeler les prochains rendez-vous? Oui, donc on a rendez-vous dimanche soir à 19h heure française pour découvrir la ville de Beth Shemesh, et en compagnie de Shmuel Fischel, qui est responsable des Olim francophones à Beth Shemesh. Et voilà. Beaucoup de messages de remerciements, de félicitations pour ton intervention. La conférence est lisible, on peut la revoir sur notre plateforme Internet. Notre page Facebook et sur la chaîne YouTube. Voilà. Il nous reste à vous souhaiter un très grand Shabbat Shalom et à bientôt sur notre antenne. Kolto, Shabbat Shalom et encore merci à toi, Harry. Merci beaucoup. Bye, Litrot. Bye.